Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour. Alors, on va commencer. Et ravi de pouvoir vous avoir aujourd'hui pour cette session qui est dédiée au digital comme levier stratégique en temps de crise. Alors, on l'a vu, on parle beaucoup de digital depuis quelques années. Aujourd'hui, ce qui va nous intéresser ce matin, c'est de pouvoir, ou cet après-midi pour ceux qui sont sur l'autre créneau, c'est de nous poser 2-3 questions sur le digital et ce qu'il peut apporter. Alors, on parle du digital comme d'une source inépuisable d'innovation, comme un atout concurrentiel pour certaines marques, mais aussi comme un élément qui nous permet d'améliorer sa relation avec le client et puis d'être plus proche du client. Alors, je suis Seina Boudia, CEO du cabinet Global Mind Consulting, et quelques petits chiffres repères pour camper le décor. Aujourd'hui, 4,54 milliards de personnes sont en ligne, sont connectées. Ça représente une augmentation de près de 4,5 milliards contre 298 millions il y a encore quelques semaines, quelques mois. L'Internet moyenne passera tous les jours 6 heures, en moyenne, 6 heures et 43 minutes en ligne en 2020, et 49% de la population mondiale, soit à peu près 3,8 milliards de personnes, utilisent désormais les médias sociaux, ce qui représente une augmentation aussi extrêmement significative. Alors, je vais commencer avec Sloan. Sloan, cette crise que nous traversons avec le Covid nous montre qu'aujourd'hui, les institutions ont besoin de pouvoir avoir des canaux qui leur permettent de toucher une cible bien précise. Est-ce que tu peux partager avec nous, s'il te plaît, l'expérience que tu vis? Naturellement, je commencerai par rappeler que tu es social media manager pour le compte de Gabon 24, l'une des principales chaînes de télévision au niveau du Gabon. Tu accumules une bonne dizaine d'années dans le domaine de la communication digitale. Tu es ce qu'on appelle un homme multifacette, entrepreneur, CEO, chef de projet digital, et tu es la parfaite illustration de l'autodidacte qui a su allier formation de base, master en communication, et puis une véritable passion pour le digital. On t'écoute. Bonjour à tous. C'est Nabou, mais c'est la première fois qu'on dit habituellement honneur aux dames. Hein. Et là, vous faites honneur à... C'est une exception, tu es le seul. Alors, cette crise étant d'abord une crise sanitaire, je pense que les institutions ont un rôle particulier. Donc, ce serait très intéressant pour nous que tu nous partages ça. D'accord. Alors, je vais revenir un peu sur le décor que tu viens de planter. Au départ, on est parti d'une petite observation à Gabon 24 qui est que la consommation de l'information, dans le sens pur du terme, était désormais tournée vers d'autres canaux. Les gens sortaient des canaux dits officiels, donc télévision, écran normal, donc télévision, etc., pour les nouveaux canaux qui sont Internet, qui sont le smartphone, qui sont l'ordinateur portable. Et donc, à Gabon 24, partant de cette observation, on a essayé très rapidement de s'allier à cette nouvelle façon de consommer l'information par nos cibles. Ce phénomène étant observé, on a décidé de remettre en route tout ce qui est politique digitale au niveau de Gabon 24. Et donc, c'est comme une aubaine. Je ne dirais pas que c'est une aubaine, la crise sanitaire, mais... Ça a été l'opportunité d'accélérer un processus qui était déjà engagé chez Gabon 24, de digitalisation. Exactement. C'était une opportunité d'accélérer un peu cette nouvelle façon de consommer l'information pour nos cibles. Alors, plus précisément, par rapport aux institutions, comme je le disais ou comme je le rappelais, la crise qu'on vit actuellement, elle mobilise en première tête de ligne les institutions qui ont besoin de sensibiliser, d'informer les populations sur les gestes, notamment barrières à adopter. Est-ce que tu as l'impression que les éléments qui vous sont partagés à la télévision, donc à Gabon 24, pour être retransmis notamment sur la plateforme WhatsApp que vous avez créée et puis sur les réseaux sociaux, correspondent à des messages adaptés au digital pour toucher une audience? Alors, il faut avouer un tout petit peu que les institutions ont parfois besoin
d'un œil aguerri, en fait, dans ces domaines-là. Parce que vous vous souvenez que le média, lorsqu'il est fait, lorsqu'il est créé, il faut adapter le message à chaque fois aux différentes cibles. On ne va pas envoyer une vidéo de 45 minutes, de 50 minutes sur une aussi petite plateforme que WhatsApp qui va pas pouvoir, en termes de poids et en termes de quantité d'informations, facilement faire passer l'information aux cibles. Donc, il faut à chaque fois pouvoir adapter le message, non seulement au canal, ça peut être WhatsApp, ça peut être Facebook, mais aussi à la cible. Parce que très souvent, les messages qu'on reçoit ont un langage poussé, un langage institutionnel, un langage scientifique qui n'est pas à la portée de tout le monde. Il faut pouvoir l'adapter aux différentes cibles qu'on retrouve. Alors, merci à toi, Sloane. Ce qui nous fait une transition parfaite. Je m'oriente vers toi, Naboufal. Tu es une femme extrêmement dynamique, engagée, impliquée, très présente sur les réseaux sociaux. Tu es ce qu'on peut aussi appeler une influenceuse, mais tu es aussi écrivaine, CEO de Viséo, qui est une agence de communication avec plus de 20 ans d'expérience dans le marketing aussi. Tu fais du coaching, de la formation, tu interviens régulièrement en tant que speaker et puis tu as occupé différents postes de direction marketing et commercial dans plusieurs multinationales, notamment dans le domaine de la télécommunication, et on le verra tout à l'heure avec Anaïs, c'est un des secteurs qui semble tirer un peu son épingle du jeu de la situation qui prévaut. Alors Nabou, une question. Est-ce que pour aller sur le digital, il faut avoir une stratégie spécifique? Bonjour, c'est Nabou et bonjour à tous et merci de m'avoir ce matin dans ce panel qui est un haut panel, je dirais, avec des intervenants aguerris et expérimentés sur le sujet. Alors, le contenu, quand tu parles de stratégie sur le sujet de communication, je dirais il faut en effet avoir, j'irai encore plus loin, au-delà de la stratégie. Évidemment, il y a une stratégie, mais il y a une stratégie de contenu à avoir. Parce que, comme l'a précisé Sloane, qu'est-ce que je vais dire à qui? Donc, le contenu est extrêmement important, la qualité et surtout définir à qui je m'adresse d'abord. Pour pouvoir établir un contenu, il faut d'abord établir sa cible et dans la cible, établir la niche et dans la niche, établir ce qu'on appelle le persona de l'audience. Donc, on peut avoir différents types de personas. En effet, si je suis une marque, je vais prendre l'exemple, je suis aussi cofondatrice d'un incubateur en Côte d'Ivoire, donc je prends l'exemple de l'incubateur. Nous avons dû fermer pendant 1 mois. Nous avons différents types de clients. Nous avons des clients qui sont des locataires qui louent des bureaux chez nous. Nous avons des clients qui sont des coworkers qui viennent travailler chez nous. Et nous avons d'autres types de clients qui sont des personnes qui louent nos salles et nos facilités pour organiser des événements. Donc, nous avons là 3 types de clients. Ces types de clients sont ce qu'on appelle des personas différents. Ces personas doivent être identifiés de façon claire par la personne qui établit la stratégie, de façon à adapter le contenu qui va leur être adressé. En effet, quand je m'adresse à la personne qui est locataire, je dois m'adresser d'une certaine façon, je dois l'informer que je ferme le bureau, mais pour pouvoir fermer le bureau, je dois lui assurer qu'il y a des avantages ou au moins qu'il n'y verra pas d'inconvénients. Et comment est-ce que ça se passe? Nous ne pouvons pas lui facturer 1 mois de loyer vu que nous serons fermés. Donc, j'appelle ça de la communication. Il y a un besoin aussi d'empathie dans le message. Il y a une certaine empathie. On informe avec empathie. On essaie de mettre des données. On n'informe pas pour vendre, mais on informe pour sensibiliser, pour communiquer une information, pour partager quelque chose, mais aussi, il faut qu'on rassure que ce n'est pas la fin de la collaboration avec le client, ce n'est que temporaire. Donc, toutes ces informations doivent être distillées de façon claire, mais surtout, construire des messages qui soient courts, qui soient adaptés et qui soient percutants et pertinents. Tu parles, Nabou, rapidement de quelque chose qui est important. Tu parles, il faut bien connaître sa cible. Comment est-ce qu'on fait en temps de crise pour bien circonscrire et définir les caractéristiques de sa cible?
Alors, dans le digital, déjà, c'est très facile, c'est pas si difficile. Il y a des analytiques qu'on peut utiliser, que ce soit sur les pages Facebook, on peut savoir qui sont nos clients. Parce que ce ne sont pas nos clients, qui est notre audience? Parce qu'il y a deux choses différentes. J'ai parlé de clients, mais nous avons, au-delà des clients, une audience aussi sur les réseaux sociaux. Nous sommes présents sur toutes les plateformes. Et qui est notre audience? On va dans les analytiques, on regarde qui est notre audience, femmes, hommes, âge. On arrive à à définir des caractéristiques des différents personnages que nous pouvons avoir. Donc, l'intérêt des réseaux sociaux, c'est la possibilité de faire du benchmarking en termes de type de personnes connectées, type de personnes qui likent nos pages et qui nous suivent sur les réseaux sociaux. Donc, c'est très important de ne pas perdre de vue cet aspect analytique et de connaissance du marché que les réseaux sociaux nous donnent. Ce n'est pas juste être sur place et envoyer des messages, c'est savoir qui est là, l'audience qui va peut-être se transformer en client après, mais il y a mes clients qui sont déjà mes clients, qui ont besoin d'informations. Il y a l'audience qui est ma communauté, la communauté qui sont mes prescripteurs, qui peuvent me conseiller, être engagés avec moi à des conversations, mais qui ne sont pas encore des clients, mais qui peuvent me conseiller en tant que personne, que société, ou éventuellement, dans le cas de mes pages personnelles, en tant que coach ou Donc, consultant. Le digital permet de conserver un lien avec ses clients, ses partenaires aussi, malgré la crise. Hein. Voilà, le digital arrive, il faut créer un engagement, ce qu'on appelle, il y a une stratégie de contenu, le contenu doit être adapté pour créer un engagement, et cet engagement, c'est ce que j'appelle le dialogue entre les personnes, entre nous, le communicateur ou la société qui communique, et la communauté qui va répondre, qui va réagir, qui va soit se sentir concerné. Il faut tout faire, bien sûr, quand on cible mal ces personnes-là, on a des personnes qui ne se sentent pas concernées et qu'il n'y a pas d'engagement sur nos pages de réseaux sociaux ou de médias sociaux. Okay, donc, voilà. Merci Nabou. Donc, c'est la stratégie qui prévaut en temps normal, qui doit perdurer et qui doit peut-être même s'amplifier en temps de crise. Anaïs, je me tourne vers toi. Tu es la responsable d'une agence digitale qui est spécialisée dans l'accompagnement des entreprises, des institutions au niveau africain. Tu es basée à Dakar, mais aussi à Abidjan. Et tu travailles avec un certain nombre de marques. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu constates de manière factuelle dans la période que nous traversons pour les marques? Quel est le comportement des marques? Est-ce qu'elles désinvestissent sur le levier digital ou est-ce qu'au contraire, c'est une occasion pour elles d'augmenter leur investissement pour toucher les cibles qui sont les leurs? Alors, ça a été assez brutal, c'est-à-dire que le jour où ça a été un peu le confinement planétaire, on a eu la majorité des marques qui nous ont appelés en disant: «Qu'est-ce qu'on fait?» Parce qu'on ne peut plus faire de la pub comme avant, et c'est un peu le sujet d'aujourd'hui, c'est qu'on ne peut plus dire je vends, je vends, je vends. Parce que là, on était dans un mouvement très compliqué internationalement. Donc nous, ce qu'on a proposé, c'est aux marques de changer leurs annonces et d'avoir soit je suis une marque plutôt banque, assurance, et j'ai un sujet de sensibilisation au sujet, donc les gestes barrières, faire attention aux fake news, etc. Donc je mets mes publicités de sensibilisation, soit je suis plutôt quelqu'un lifestyle, service, et donc là je divertis parce qu'en même temps, quand toute la journée on a entendu parler que c'était la crise mondiale, on a des moments où on a envie d'un peu souffler, donc des publicités aussi divertissantes ont leur place. Sauf qu'il faut penser au contexte. Parce que si je mets un article sur le Covid en disant qu'il y a des millions de morts et je mets une publicité divertissante, ça va être catastrophique. Donc nous, on a une technologie qui nous permet de faire du ciblage mots-clés sur les articles et qui nous permet de diffuser sur tous les articles de presse, médias, etc. et de voir quel est le contenu, de quoi ça parle. Et donc, si ça parlait du Covid, de l'actualité internationale, on mettait notre publicité de sensibilisation. Si par contre, c'était des recettes de cuisine, du lifestyle, quoi faire en confinement, là, on pouvait mettre notre publicité de divertissement. Donc ça, c'est surtout sur le display qu'on faisait ça. Donc le display, c'est tout ce qui est achat d'espace. Et sur les réseaux sociaux, on a arrêté le sponsoring publicitaire de vente, donc qui est vraiment héroïste, où je fais de la vente, et on était plus sur du contenu, sur sensibiliser, divertir, mais que du contenu et plus de publicité. Et c'est vrai qu'on a tous été pareil parce que les revenus sur Facebook ont diminué. En plus, on a
c'est que chez Facebook, chez Google, il y avait quand même moins de monde au travail. Et donc, les publicités étaient souvent refusées ou mettaient beaucoup de temps à être validées. Donc, nous, on a eu des refus de publicité pour rien, mais parce qu'on attendait genre 7 jours, 8 jours, mais parce qu'il y avait aussi un manque de personnel chez eux. Et donc ça, c'était pendant la crise, sauf que la crise, il va falloir un moment qu'on regagne de l'argent et qu'on redémarre. Et donc là, maintenant, on retravaille avec les marques en disant comment on fait maintenant pour rebooster notre activité. Et donc là, on n'est plus dans le mode il faut action-réaction. Maintenant, on est plus en mode comment on réfléchit notre communication. Et comme vous disiez avant, c'est qu'il faut penser analytique, c'est tracking. Et l'atout du digital et qui nous en fait un acteur, enfin, moi je fais que ça toute la journée et qui te permet de toujours avoir des nouvelles choses à faire, de nouvelles choses à apprendre, c'est qu'il y a la possibilité de comprendre qui sont nos clients et qui sont nos prospects. Et donc le tracking, ça nous permet de suivre le comportement de navigation et voir qui achète ou qui regarde juste et n'achète pas. Et grâce aux nouvelles technologies, l'achat d'espace en programmatique, l'espace publicitaire aux enchères, grâce aux réseaux sociaux qui ont toute cette data sur nous qui est hyper riche, on doit arriver à mettre la bonne pub au bon moment à la bonne personne. Donc, ça, c'est l'idéal qu'on aimerait faire. Et nous, on va différencier les personnes. Donc, par exemple, on va avoir ceux qui sont plutôt tourisme, qui veulent augmenter leur notoriété parce qu'ils savent que les hôtels vont réouvrir, mais bon, ça ne va pas être tout de suite la folie. Ou les compagnies aériennes qui ne vont pas tous avoir tout leur trajet habituel. Donc, eux, ce qu'il faut, c'est augmenter leur notoriété, c'est ne pas se faire oublier et dire qu'ils sont là, qu'ils ont compris que la situation avait changé et qu'il fallait rassurer les gens. Et qu'ils fassent aussi du local parce que des médias comme Gabon 24, ça vit aussi comme avec la publicité. Donc, il ne faut pas oublier. Et nous, on a souvent le problème, c'est que les marques viennent chez nous et nous disent on fait du digital, on fait des réseaux sociaux. Mais le problème, c'est que les réseaux sociaux, ça ne fait gagner que de l'argent. On va revenir sur la stratégie au niveau des budgets, si tu veux bien, ouais. Anaïs. Alors, je voudrais continuer avec Edith Brou. Edith, tu es une entrepreneure numérique passionnée, forte de 11 ans d'expérience. Tu es consultante en communication numérique pour diverses entreprises et institutions, mais tu es également blogueuse influente en Afrique francophone, classée parmi les 100 femmes les plus influentes d'Afrique par Forbes Afrique en 2019. Et une des choses qui me plaît beaucoup dans ton profil, c'est ton engagement. On te voit toujours très engagée dans les publications que tu fais. On a l'impression que ce sont des sujets qui te tiennent véritablement à cœur. Est-ce que cette crise, c'est aussi l'occasion de valoriser l'engagement et les valeurs? Oui, merci beaucoup Sénabou et bonjour à toutes et à notre seul homme dans la conversation. Oui, absolument, ça fait partie des nombreuses crises aussi que notre monde a vécu, que notre monde vit actuellement. En Côte d'Ivoire, on a vécu la crise post-électorale en 2011 et mon engagement a été au plus haut à ce moment donné, mais uniquement pour le côté, bien sûr, humanitaire. Et c'est pareil également avec le Covid, lorsque nos communautés sont menacées, lorsque leur équilibre est menacé, lorsque leurs conditions de vie sont menacées, évidemment, je m'engage sur cette question et je fais de telle sorte de pouvoir apporter ma contribution en diffusant des messages de sensibilisation, en haussant la voix également pour permettre à toutes ces personnes qui sont fragilisées dans cette situation, en particulier aussi des entrepreneurs qui sont fragilisés dans cette situation, de pouvoir également s'exprimer, de pouvoir également porter leur message assez haut pour que les autorités et les institutions puissent les entendre et pouvoir mettre en place des solutions pour pouvoir les aider. On a vu le cas dès le début de la crise, en tout cas lorsqu'on a shut down à partir de la mi-mars les activités, on s'est mis en mode de semi-confinement. La plupart des entrepreneurs et des entreprises étaient aux abois parce que des projets étaient stoppés et il a fallu un peu hausser la voix aussi pour que le gouvernement puisse décider de mettre en place des mesures incitatives, économiques pour pouvoir également les aider.
avec également le patronat et tout ça. Donc, mon engagement, il est toujours élevé pendant ces situations de crise où j'essaie d'utiliser mes réseaux sociaux pour pouvoir interpeller, pour pouvoir dénoncer et pour pouvoir également sensibiliser. Je pense que c'est ce que la plupart des influenceurs et activistes, puisque je fais partie du réseau des activistes africains, affectivistes, c'est ce que la plupart de nos membres font au quotidien depuis le début de la pandémie. Alors, comment les entreprises africaines, les marques africaines notamment, peuvent aussi s'engager pendant ces temps de crise dans leur communication digitale et comment ne pas tomber dans l'opportunisme? La frontière est assez délicate pour ne pas tomber dans l'opportunisme. De toute façon, toutes les interactions sociales que nous avons sont guidées par l'intérêt. Après, évaluer le côté, comment je pourrais appeler ça, extrêmement pécunier ou, comment dire en anglais, greedy, voilà, c'est là qu'on peut faire la balance. Mais de toute façon, chaque interaction qui nous guide, que ce soit l'amour, tout a forcément un relent portant sur des intérêts spécifiques de l'une ou l'autre des parties. Donc, comment ne pas tomber dans l'opportunisme? Les entreprises doivent vivre forcément et elles ont adapté leur message. Anaïs l'a dit tout à l'heure, il a fallu adapter son message. On ne peut plus diffuser de spots ou de capsules web pour faire juste la promotion de son produit en disant oui, je vends du ciment pour construire votre maison, alors qu'actuellement, on est en période de crise, on n'a même pas l'argent pour pouvoir se nourrir. Il faut adapter son message. Et la plupart des entreprises, en tout cas, qui l'ont compris et qui sont bien conseillées par des agences de communication digitale ou par des consultants en communication digitale, l'ont compris. Je prends par exemple le cas de PFO Côte d'Ivoire qui, pendant cette crise, s'est mobilisé pour pouvoir construire 4 centres hospitaliers qui venaient en su des centres hospitaliers actuels pour pouvoir décongestionner le flux de malades qui allaient venir. Donc, ils en ont construit en l'espace de 3 semaines et ils ont diffusé voilà, les outcomes de ces travaux qu'ils ont réalisés un peu partout en Côte d'Ivoire, à Abidjan et en Côte d'Ivoire. Ils ont montré leur engagement de cette manière, en fait. Et ça a touché forcément les internautes parce que ces centres vont accueillir des malades. On ne le souhaite pas, peut-être des parents à nous et tout. Et savoir qu'une entreprise qui aussi qui génère beaucoup de milliards depuis de nombreuses années, quand même fait l'effort d'offrir ces centres de santé en mettant au travail toutes ces équipes pour pouvoir voilà, apporter sa contribution pendant cette crise. Donc, certaines entreprises l'ont compris. C'est vrai qu'il y aura forcément un peu d'opportunisme parce qu'on est dans un système capitalistique, mais de toute façon, le plus important, ce que les internautes veulent voir, veulent sentir, c'est la solidarité, la mobilisation des entreprises et surtout ce que ces entreprises font en retour pour la communauté en termes de RSE, qu'on se le dise. Voilà. Il y aura de l'opportunisme, c'est vrai, toute relation est liée à de l'opportunisme, mais derrière, le plus important, c'est la sincérité de l'acte et surtout l'apport que ce que ça apporte à la communauté en termes de bien-être et social surtout. Merci, Edith. Sloane, oui. Il y a un élément quand même qui est assez frappant dans ce que nous sommes en train de vivre, c'est que l'Afrique s'est quand même imposée comme un continent avec des infrastructures digitales peut-être plus solides que ce qu'on pensait. Je rappelle que 90% des téléphones qui sont utilisés sur notre continent sont des téléphones portables. Mais ça représente aussi potentiellement un risque, celui de voir une plus large diffusion d'informations qui peuvent être dangereuses. Dans le cas que nous traversons actuellement, on a cité l'exemple de ces fameux remèdes dits de grand-mère ou autres, où on nous disait prenez de l'ail, prenez du citron, lavez-vous avec ci et vous n'aurez pas le Covid. Comment vous, en tant que média, puisque votre rôle est aussi d'être un relais d'information, comment est-ce que vous arrivez à vous assurer de la pertinence des messages institutionnels qui sont, en tout cas des messages qui sont transmis, qui sont relayés sur vos antennes et sur vos plateformes? Alors, il faut dire que on n'invente pas l'information, on va à la recherche de l'information vers des sources qui sont des véritables sources.
ça peut être l'institution en charge de la santé, ça peut être un organisme international avec qui on a eu les remèdes de grand-mère. C'est vrai, c'est un débat, c'est un sujet qui a vraiment fait surface sur les réseaux sociaux. La Covid-19 pouvait être, j'ai lu des articles où on disait que la Covid-19 pouvait être combattue avec le gingembre et puis le citron. Ça, il fallait vraiment, pour eux bien sûr. Et ça c'est des informations qu'il fallait vraiment vérifier auprès des personnes aguerries pour parler de ces choses-là. Très souvent, on reçoit un message par WhatsApp ou par Facebook. Il y a tel expert qui a dit que la chloroquine est un bon remède. Bah, il faut vérifier. Est-ce que l'expert, c'est un expert qui existe vraiment? Parce que je peux écrire un article, vous pouvez écrire un article, tout le monde peut écrire un article qui va se retrouver sur Internet et qui va donner l'impression que c'est un article véritable, c'est un article vérifié. Entre-temps, ce n'est pas le cas. Donc, c'est important pour nous, en tant que médias, de vérifier les sources de l'information, d'avoir les sources de l'information avant de le distribuer à nos différentes cibles. Alors, je me tourne vers Nabou. Nabou, je suis un chef d'entreprise. Comment est-ce que je dois adapter l'animation de mes comptes en période de crise sur les réseaux sociaux? Est-ce que je dois continuer à être présent sur Facebook, sur Instagram, sur LinkedIn? Est-ce qu'il y a des réseaux qu'il faut plutôt privilégier ou est-ce qu'il faut limiter sa présence sur les réseaux sociaux? Quels sont les tips que tu peux nous partager? Alors, merci beaucoup, Seynabou, pour cette question. On ne peut pas disparaître pendant cette période. Comme je le dis, la société qui sera absente pendant cette période ne sera peut-être plus adoubée par les consommateurs après cette période, parce que nous sommes dans une période où l'humanité a besoin de réassurance, a besoin de solidarité, comme Edith l'a dit. Nous sommes une communauté, ce sont des mots qui sont extrêmement importants, donc il faut continuer à communiquer, comme Anaïs l'a précisé tout à l'heure, mais il faut adapter ces campagnes et ces médias sociaux en fonction de ces cibles. Je sais que je vends des livres, par exemple la Librairie de France en Côte d'Ivoire vend des livres. Qu'est-ce qu'ils ont proposé? Nous pouvons vous livrer à domicile des livres, nous pouvons vous livrer des jeux de société. Il faut adapter son message, son contenu à sa cible, aux attentes de sa cible, mais surtout choisir le bon réseau. Quel message je vais passer sur quel réseau social? Moi-même, en tant que personne, je ne communique pas sur LinkedIn de la même façon que je vais communiquer sur Facebook, que je vais communiquer sur Twitter. Twitter, c'est du microblogging, c'est plus de l'information instantanée, donc je vais prendre de l'information sur Twitter. Ce que les sociétés peuvent faire aussi, elles peuvent faire ce qu'on peut faire de la curation de contenu, c'est-à-dire prendre du contenu vérifié sur un secteur donné, qui le concerne. J'insiste parce que le contenu, il faut qu'il soit pertinent par rapport à ce que nous faisons, pertinent par rapport à l'environnement, il faut qu'il soit percutant, qu'il touche une cible ou certains personnages, et bien sûr, comme Sloan l'a dit, il faut qu'il soit vérifié. Donc, c'est extrêmement important de choisir le bon média social, mais pour le faire, je pense qu'il faut s'accompagner de professionnels. Je pense que des gens comme Anaïs, qui a des outils d'analyse, des sociétés avec des vrais outils d'analyse, c'est un métier, ce n'est pas quelque chose que le département marketing, la preuve, peut improviser, la preuve, Gabon 24 a un expert. Il faut des professionnels qui comprennent l'importance de la target, je ne sais pas comment dire en français, targeting, du ciblage. Ciblage, voilà. Les anglicismes sont trop dans le cerveau, je crois. Du ciblage et adapter les médias sociaux, faire un mix de médias sociaux adaptés en conséquence. Donc, ne vous aventurez pas à faire des choses au hasard. Même si vous êtes de la communication, consultez des experts, consultez des spécialistes, ils sont là, ils sont disponibles. Il vaut mieux bien communiquer maintenant pour être présent demain que de mal communiquer et de heurter la sensibilité des gens. Parce que quand une entreprise ne fait que vendre, aujourd'hui, on ne sent pas, enfin maintenant,
on peut commencer à penser à vendre. Mais il y a un mois, tu te dis, mais quel est le problème de cette société? On a d'autres problèmes. On a d'autres problèmes. On a des problèmes de survie. On a des problèmes il y a des gens qui ont perdu leur emploi. Il y a des gens qui ne savent pas nos enfants ne vont pas à l'école. Moi, mes enfants étaient stressés. Qu'est-ce que demain va être? Qu'est-ce qu'on va faire? Donc, tu ne peux pas communiquer comme si de rien n'était, la terre est belle, ou alors envoyer des messages super positifs out of the blue. Je pense qu'il faut être réaliste, dire les choses telles qu'elles sont. C'est une réalité. Nous vivons une pandémie. Ce n'est pas facile pour tout le monde. Comment est-ce que moi, en tant qu'entreprise, comment est-ce que mon département de communication peut m'accompagner de façon à communiquer adéquatement sur les bons réseaux et définir un mix média réseaux sociaux en utilisant des outils tels que le tracking, les analyses, etc. Alors, est-ce que pour communiquer efficacement, Anaïs, il faut avoir un budget? Est-ce qu'il faut forcément beaucoup de moyens pour réussir à communiquer efficacement sur les réseaux sociaux? Et deuxième question, comme ça tu nous fais une pierre d'un coup. Est-ce que tu as remarqué, est-ce que tu as constaté en étant connecté en permanence pour tes clients qu'il y avait des réseaux qui sont plus utilisés, plus fréquentés pendant cette période de crise? Alors, parce qu'on a cette question toujours, combien il faut qu'on dépense? Et ça dépend du coup vraiment de notre objectif. C'est-à-dire que si vous étiez un e-commerçant et que vous avez une forte baisse de revenus et que là, vous voulez remonter dans les revenus, il va falloir mettre les bouchées doubles parce qu'il va falloir refaire de la notoriété et faire la conversion. Et donc, moi, ce que je demande toujours à mon client, c'est quoi ton KPI, c'est quoi ton objectif? Donc, moi, si ton objectif, c'est augmenter les revenus, ce que je vais regarder, c'est le coût par action et le coût par lead. Combien est-ce qu'il rentre dans sa poche par rapport à combien il a dépensé pour la publicité. On fait les réseaux sociaux, mais on fait, du coup, je disais tout à l'heure, de l'achat média aussi. Donc, on est une régie pub, donc on représente plein de sites internet en Afrique et on met de la publicité sur ces sites-là. Et l'idée, c'est d'avoir un bon mix. C'est bien sûr Facebook, Instagram, LinkedIn, ça a monté en flèche. On a vu WhatsApp qui a augmenté de 40%, Facebook aussi. Enfin, les réseaux sociaux ont vraiment boosté. Mais on constate aussi que sur les sites locaux qu'on accompagne, ils ont boosté aussi parce qu'ils parlaient de quoi faire, de comment allait être demain, etc. Donc, tout a bien boosté sur Internet. Et par exemple, je suis un chef d'entreprise dans l'e-commerce où je veux faire des ventes. Ce que je fais, c'est que je regarde tous mes canaux. Je fais du référencement sur Google, je fais du Facebook, je fais de l'Instagram, LinkedIn si je suis business, mais on peut l'oublier si on n'est pas business. Et je fais de l'achat média sur des sites locaux. Et comme on parlait avec Nabou, on met du tracking à fond pour voir qu'est-ce qui fonctionne. Mon coût par action sur celui-ci m'a coûté tant, ça m'a coûté tant, et je compare et j'essaye d'analyser. L'analyse première, ce serait de se dire, c'est les réseaux sociaux qui coûtent le moins cher ou c'est le référencement sur Google qui coûte le moins cher parce que c'est souvent la dernière action qu'on fait. Souvent, on voit la publicité bannière sur Gabon 24, on se dit, tiens, c'est bien ça, mais là, je n'ai pas le temps, il faut que je m'en aille. Et après, je vais sur Google et puis je tape le mot. Mais bien sûr, dans ma tête, je ne fais plus du tout le lien avec Gabon 24. Mais pour autant, c'est grâce à ça que j'y ai pensé et que maintenant, je tape ça sur Google. Donc là aussi, on va répartir les canaux en se disant ça, c'est important pour que ça fonctionne. Et comme on disait tous, il faut aussi bien comprendre son persona et le différencier. Nous, on a travaillé là avec une marque, avant la crise du coup, mais qui fait des petits pots pour bébés et qui nous dit, nous, on a 4 personas, c'est donc toujours les mamans d'enfants de plus de 6 mois qui sont en Côte d'Ivoire, au Cameroun. Il y en a qui aiment le goût pour le bébé, d'autres le prix, d'autres la qualité et d'autres qui sont sensibles à l'impact environnemental. Donc, c'est quand même très, très précis. Ça reste quand même des mamans d'enfants de plus de 6 mois. Et donc là, l'idée, c'était de pouvoir traquer toutes ces mamans-là et de pouvoir dire, une maman qui est intéressée par le prix, voilà sur quel média elle va, voilà ce qu'elle fait sur Internet, pour qu'après, ils puissent se dire, cette maman-là, elle aime ça, donc, pour ma prochaine campagne, je vais lui prédire ça. Et là, c'est ce qu'il faut faire, c'est qu'on a le temps, parce qu'on a déjà eu quelques mois rudes où on a dû passer la crise. Maintenant, on prend le temps de comprendre qui on a en face de nous et qu'est-ce qu'ils veulent. Et on les définit vraiment pas en se disant,
on a beaucoup de marques qui viennent et nous disent, nous, c'est très grand public. Mais on fait quoi avec le grand public? C'est-à-dire que si c'est grand public, le budget, il est énorme parce qu'il va falloir toucher tout le monde. Et donc là, il va nous falloir des millions et des millions pour toucher votre part de voix. Alors que si on réfléchit en amont et qu'on se dit, moi, ceux que je veux toucher, c'est les femmes qui ont entre 18 et 25 ans, qui aiment la mode et la beauté, et d'un coup, mon budget va se restreindre parce que mon audience va aussi se restreindre. Et c'est là où plus je cible une niche, moins j'aurai un budget publicitaire important. Après, si on veut parler chiffres, on est obligé de mettre, sans réfléchir au ciblage, minimum 5 € sur Facebook par jour, minimum 10 € sur LinkedIn par jour. C'est l'obligation un peu du réseau. Mais on peut aussi faire des stratégies en se disant, je lance pendant 3 jours, je coupe, je lance, je coupe, je fais que de la publicité, que du sponsoring et je ne sponsorise pas mes posts parce que j'ai de l'organique. Donc après, on peut arriver. Nous, par exemple, dans notre agence, on n'a pas de budget minimum parce qu'on se dit que tout le monde doit pouvoir faire de la pub et que si vous arrivez avec un tout petit budget, on vous fera faire une chose très précise mais qui doit fonctionner. Mais on ne fera pas tout le panel des choses qui sont possibles sur Internet. On va privilégier les canaux qui fonctionnent bien. Exactement. Mais par contre, si je suis sur un objectif qui peut être toutes les compagnies téléphoniques qui, elles, ont bien fonctionné et qui veulent continuer leur notoriété, là, on va faire du gros, je veux me voir partout, etc. Je fais du retargeting, donc recibler tous les internautes qui sont allés sur mon site Internet et je les retrouve après dans mon flux de navigation pour qu'il y ait une mémorisation. Et donc là, mon KPI, ce sera la couverture et l'interaction de mes internautes avec ma publicité. Donc vraiment, toujours très difficile le budget, mais en tout cas, il ne faut surtout pas avoir peur d'aller voir une agence de pub parce que on est aussi, nous, des chefs d'entreprise. On sait que c'est très dur d'avoir des budgets de communication parce que la com, on lance et on ne sait pas les retours qu'on va avoir. Donc, on s'adapte et surtout, on peut vous dire ce qui peut vous apporter. Vous mettez 1 million, voilà ce que vous pouvez avoir après. Donc, ne pas hésiter à taper à la porte. Ok. Alors, Edith, je reviens vers toi. Il y a un phénomène qui est auquel on assiste et qui a une forme de résurgence, c'est comment on est tout le temps connecté, soit sur le téléphone, soit sur l'ordinateur. Comment est-ce qu'on fait pour concilier et qu'on est en plus, pour la plupart d'entre nous, soit en confinement total, partiel, soit avec beaucoup de restrictions parce que on n'a pas la possibilité de pouvoir circuler à partir de 22 heures. Il y a des heures auxquelles il faut rentrer. Donc, on est overexposé à la communication sur les réseaux sociaux. Comment est-ce qu'on fait pour se prémunir de ça et comment finalement concilier, trouver le juste équilibre et là, c'est vraiment une question très personnelle que je t'adresse. Comment tu arrives à concilier le travail et puis finalement la vie privée? Comment tu fais pour que l'un ne pollue pas l'autre? J'ai 2 mots principaux qui me guident parce que depuis que j'ai eu mon burn-out en septembre 2019 et où j'ai compris qu'il fallait que je fasse attention, que je temporise et que je mette un holà un peu à mon hyper-digitalisation, ma surconnectivité, santé mentale, c'est très important. Parce que même j'ai vu les dernières statistiques en France, le nombre de cas liés à la santé mentale, à la dégénération de la santé mentale et aux admissions en hôpitaux psychiatriques ont augmenté depuis le début du confinement en France. Et je pense que c'est des chiffres peut-être qu'on n'a pas chez nous, mais je pense que ça a dû augmenter également ici. Donc, je mets un point d'ordre à veiller à ma santé mentale et surtout à l'équilibre familial, en fait. C'est très important. Donc, au regard de ces deux, on va dire, indicateurs, parce que pour moi, ce sont des indicateurs très importants, je mets en dessous mon dénominateur commun le libre arbitre. J'ai le libre arbitre de dire, OK, je reste connectée parce que oui, j'ai vu un article super intéressant que je peux exploiter, ou bien j'ai reçu 2 ou 3 emails de clients qui veulent que je leur envoie une proforma pour une prestation, alors que c'est l'heure de manger, de prendre le repas, ou peut-être d'aller chercher les petits, ce genre de choses, ou d'aller faire la course. Donc, le libre arbitre, je le mets en dénominateur commun. Et chacun d'entre nous, parce qu'on a, pour la plupart, nous sommes des professionnels, nous sommes investis dans nos carrières professionnelles et de plus en plus, notre carrière professionnelle est liée au digital.
nous avons le libre arbitre de mettre en comparaison, mettre dans la balance notre santé mentale et notre équilibre familial. Et donc, avec ces éléments, je mets un emploi du temps que j'essaie de respecter. Tu y arrives? J'essaie en tout cas, c'est pour ça que j'ai dit que j'essaie de respecter. Par exemple, le matin, s'accorder un peu de temps pour soi, ne pas tout de suite prendre le téléphone pour le regarder. Ça, c'est possible. Ça arrive de temps en temps qu'on peut des fois, OK, le prendre et tout. Mais au maximum, laisser le téléphone peut-être au réveil jusqu'à peut-être 7 heures du matin, 8 heures. Peut-être si on a programmé des choses le soir. Moi, par exemple, il y a des choses que je programme le soir pour que le matin, je n'ai pas à me mettre là-dessus pour le faire. Par exemple, des publications que je programme, par exemple. Donc, essayez de vous mettre dans une bulle, peut-être jusqu'à 7 heures ou 8 heures. Lisez un livre, faites un peu de stretching et tout ça. Et puis, j'ai changé, hein. Faites un peu de stretching et tout ça. Et mettez un point d'ordre à respecter un emploi du temps numérique que vous êtes défini. Parce que ce petit objet-là, il est intrusif, c'est un parasite, mais ça rapporte de l'argent. Donc, vous savez que pendant 2 heures de temps, vous allez checker vos mails, vous allez essayer d'y répondre et tout. Et puis après, vous ne faites plus rien. Vous vous consacrez peut-être à une activité qui vous tient à cœur, peut-être un peu de jardinage ou peut-être regarder 2 ou 3 séries sur Netflix, par exemple. C'est important de mettre un emploi du temps que vous essayez de respecter. Par exemple, moi, j'ai mis dans mon emploi du temps ce que je ne faisais plus du sport. J'essaie, en tout cas, chaque jour, merci, à 17 heures, de m'imposer ça, en fait, de me mettre sur la machine elliptique et puis d'essayer de faire, même si des fois, je peux avoir la paresse, mais de m'imposer ça. Le libre arbitre est la clé pour pouvoir mettre cette frontière entre notre vie professionnelle, notre vie personnelle et le digital qui est extrêmement intrusif et qui peut aboutir à des problèmes de santé mentale et surtout à des burn-out. Parce qu'en confinement, on n'a plus cette frontière-là. On a le bureau qui rentre à la maison sans autorisation forcément parce qu'on a la pression du manager, on a la pression des meetings sur Zoom et tout. Et donc, tout rentre à la maison. Donc, il est important de se mettre sur certaines frontières. Moi, par exemple, je ne réponds pas systématiquement et certaines personnes peuvent témoigner. Je ne réponds pas systématiquement à tous les messages WhatsApp ou à tous les mails tout de suite systématiquement, en fait. Je vais me dire, peut-être, je vais y répondre soit en fin de journée ou quand j'ai l'esprit disposé, en fait. Et c'est vraiment très déconnecté, quoi, et préserver ça. Préserver ça. Donc, mettez un emploi du temps, mettez des horaires que vous essayez de respecter. À la limite, mettez votre téléphone, parce que c'est lui qui est intrusif. Les notifications sont devenues la plaie dans notre génération, notre humanité. Mettez votre téléphone sous silence et que le geste de scroller et de consulter votre téléphone vienne de votre propre libre arbitre et pas des notifications que vous recevez continuellement sans cesse. Donc, voilà, tout vient de votre libre arbitre et de la balance entre santé mentale et équilibre familial. Merci Edith. On va parier que quand tu montes sur le vélo elliptique, il n'y a pas le téléphone. Dans le téléphone, il me sert juste pour la musique, c'est tout. Juste pour la musique et puis voilà. Super. Alors Nabou, on ne te voit plus. Je suis là. Super. Alors, il y a quelque chose de très, très intéressant que tu fais. Tu fais aussi du coaching, tu fais de la formation. Et moi, il y a une question que je me pose, c'est que la situation que nous traversons actuellement, elle nous oblige aussi à nous réinventer dans le modèle d'activité, de service qu'on propose et qu'on arrive à dispenser. Edith parlait tout à l'heure de l'importance des valeurs, de l'engagement, etc. Tu rebondissais sur ça. Est-ce que le fait de pouvoir, quand on voit tout ce phénomène qui s'est organisé assez spontanément, de professionnels qui se sont mis à donner des webinaires gratuits, des formations gratuites, etc., est-ce que cette crise qu'on traverse est l'occasion aussi de réinventer son business model? Je pense que c'est une nécessité. Le business model aurait dû être réinventé déjà avant, mais comme beaucoup de personnes, chacun repousse demain après demain, les transformations digitales se font. Mais aujourd'hui, ça s'est imposé à nous, malgré nous.
Donc, avec des amis, nous avons une association qui s'appelle Coaching for Africa et nous avons offert des séries de webinars, de formations, de coaching gratuit sur différents sujets en fonction des expertises des uns et des autres qui étaient pour aider un petit peu la communauté et voir comment. Et à cette occasion, nous avons découvert des outils d'automatisation, des outils qui permettent de mettre son business en ligne sans avoir à se tracasser. Donc, il y a énormément d'outils qui existent en ligne pour le faire. La deuxième chose, c'est que je pense aussi que le modèle à venir n'est pas un modèle tout digital ou un modèle tout hors digital. Je crois en une approche qui sera, comme on dit, blended, une approche mixte qui va mettre et le digital et le relationnel, parce que quoi qu'on dise, l'humain est une créature relationnelle qui a besoin de connexion, qui a besoin de voir du monde, qui a besoin de rencontrer du monde. Et certaines personnes ont besoin de ça. Et je veux dire, l'humanité, c'est ça. L'humanité, c'est vrai qu'à travers un écran, on ne perçoit pas tout ce que l'on peut ressentir quand on voit une personne. C'est vrai que c'est un très bon moyen de continuer à faire du business. J'ai donné des formations en ligne, j'ai fait des masterclass, pas que moi, d'autres amis l'ont fait. Et je pense que Africtiviste, le réseau des activistes, a lancé du contenu, créé des webinars. Ça, c'est du contenu aussi qui est assez important et intéressant, de façon à pouvoir toucher toutes les couches de la société. Et c'est du contenu qu'ils ont créé à mettre sur leur page YouTube ou sur leur Facebook, de façon à engager la communauté et à leur montrer qu'on est là. Mais je ne pense pas qu'on puisse penser à des business models. En tout cas, dans le contexte africain, on a besoin de l'humain, on a besoin de connecter, on a besoin de rencontrer des gens. Tous les jours, il y a des webinars. C'est pour ça que je disais à quelqu'un, hier, je disais, quand on fait la communication trop tôt du webinar, les gens oublient. Moi, je sais que j'oublie, mais quand c'est la veille, on me rappelle, je me souviens. Donc, il y a des nouvelles façons de penser, il y a des nouvelles façons de communiquer, il y a des nouvelles façons de faire du business. Il faut rentrer dans le créneau, saisir les opportunités, s'outiller, apprendre à s'outiller. Et je pense qu'il y a un créneau aujourd'hui, c'est quels sont les modèles qui existent d'automatisation des business. On peut donner des formations. Il y a énormément de plateformes qui existent, de CRM qui existent online. Malheureusement, beaucoup de plateformes ne sont pas francophones, mais je pense que ce sont des opportunités aujourd'hui pour soit créer des modèles africains qui nous ressemblent, de plateformes, soit développer des plateformes en français ou avoir accès à des plateformes où on peut vendre notre business. Il y a aussi toute la partie du paiement en digital qui est difficile aussi parce que nous n'avons pas forcément accès à des plateformes de paiement comme Stripe et PayPal. Donc, il y a énormément d'opportunités qui peuvent émerger de cette situation pour notre société et nos environnements en Afrique. Alors, il y a quand même un point important pour rebondir sur ce que tu disais. Les entrepreneurs, les acteurs qui sont aussi très touchés, comme par exemple les designers, les tailleurs, sont en train d'innover. Et en préparant un peu ce talk, on a cité en exemple cette femme designer qui a créé son show 100% digital. Elle a fait défiler ses robes sans mannequin. Tu peux réagir là-dessus? Non, j'ai adoré cette initiative d'une jeune Congolaise qui s'appelle Flaviana Mbwemba et qui a utilisé la 3D, des mannequins en 3D pour pouvoir faire défiler sa nouvelle collection. Et j'ai trouvé ça extrêmement créatif. Personne n'y a pensé. Aucune grande marque n'y a pensé. C'est elle qui a pensé. Donc, nous avons de l'innovation, nous sommes innovateurs, nous sommes créatifs. Quelqu'un en Afrique peut prendre une boîte de conserve et en faire un jouet. Quelqu'un en Afrique peut prendre un bout de bois et en faire quelque chose. Et c'est cette innovation, cette créativité aujourd'hui que nous devons, qui émerge partout. De toute façon, nous voyons les différentes solutions qui sont apportées. Mais cette jeune dame, pour moi, c'est une trailblazer. Elle a montré le chemin. Et franchement, félicitations. Et ça fait plaisir de savoir que c'est une Africaine. Donc, c'est un bel exemple de créativité, d'ingéniosité africaine. Alors, j'ai une question pour toi, Anaïs. Quand on voit, eu égard aux chiffres et à l'échange qu'on est en train d'avoir, on peut se poser la question finalement de est-ce qu'on a encore le choix d'être ou de ne pas être sur les plateformes digitales? Pour moi, c'est on n'a plus trop le choix, quoi. Ce que on dit souvent, c'est
on passe notre journée sur un ordinateur et on passe nos loisirs sur notre smartphone. Et Edith l'a bien dit, c'est même too much. Donc, on n'a plus trop le choix si on veut pouvoir cibler nos clients, c'est d'y être. Et maintenant, c'est plus trop est-ce qu'on y va ou est-ce qu'on n'y va pas, mais comment est-ce qu'on en fait et c'est quoi nos objectifs là-dedans? Parce qu'on peut se dire, bah, j'y vais pour y aller, mais j'ai pas trop de lumière au fond du tunnel, ou j'y vais et je sais exactement ce que je veux faire. Et ça, c'est vraiment dur parce qu'il y a si on parle réseaux sociaux, il y en a de plus en plus. Là, on a TikTok qui a fait un essor énorme pendant le confinement. Et là, je voyais Levi's qui a fait ils ont utilisé le TikTok Shoppable, et donc on est capable d'acheter directement le produit de Levi's sur la plateforme de TikTok. On a la possibilité de changer le design de notre jean. On a tous les influenceurs qui sont aussi à l'intérieur, qui nous montrent tout ce qui est possible de faire. Et TikTok, je pense qu'on est 95% des gens, des marketeurs, à regarder ça et à se dire ça arrive, va falloir qu'on soit au taquet. Mais nous aussi, on vieillit et les plateformes arrivent toutes jeunes, donc il va falloir aussi qu'on s'y mette. Et Il y a des innovations tous les jours. Exactement. Il y a des choses. Exactement, et qu'on arrive à s'adapter. Ouais, j'en profite pour rappeler aux personnes qui nous écoutent que naturellement, vous pouvez réagir à ce qui est en train d'être dit. Vous pouvez poser des questions à nos intervenants qui ont vraiment toute l'expertise pour pouvoir vous apporter aussi les conseils dont vous pourriez avoir besoin dans cette période-là. Sloane? Oui. Ah, je ne t'ai pas réveillée, rassure-moi. C'est quand même quelque chose d'avoir 3 femmes hyper punchy sur un seul et même panel. Ouais, c'est chaud. Alors, Sloane, moi, je voudrais que tu nous partages un peu l'expérience de Gabon 24. Parce que quand on parle de capacité à se réinventer, à se renouveler, vous avez opéré un virage quasiment à 360 degrés où, en très peu de temps, je crois que vous avez réussi à tripler le nombre de personnes qui étaient abonnées. Pourquoi ce choix-là? Est-ce que c'était une nécessité vitale pour la survie de Gabon 24? Et surtout, comment vous avez procédé? Alors, comme je disais dans mon entame, on a très vite remarqué la consommation de l'information ne se faisait plus sur les écrans télé. Voilà. Et donc, très vite, on a compris que à ce moment-là, pour toucher nos cibles, toucher nos personnes, il fallait aller où elles allaient chercher l'information. Et donc, c'est Internet, c'est l'ordinateur, c'est le téléphone portable. Et donc, on a fait comme tu as dit, on s'est tourné vers ces canaux-là, et avec la multiplication de différents points de contact. Donc, aujourd'hui, on est sur YouTube, on est sur Twitter, on est en train de se préparer à ouvrir un site Internet, on a une chaîne WhatsApp et plein de canaux où on sait que nos différents personas vont se retrouver. Et c'était ça, en fait, l'enjeu, le nouvel enjeu que tous les médias, normalement, devraient remarquer. Parce qu'aujourd'hui, justement, comme je disais… il n'y a pas le choix. Il n'y a pas le choix. Il n'y a pas le choix, comme a dit Anaïs. L'information, on la reçoit. Alors, je voudrais vous inviter, parce qu'on arrive à la fin de cette session d'échange, qui a été très intéressante, très riche. Et merci beaucoup pour ces belles interactions. Peut-être à nous dire quel est votre conseil, quelle est votre recommandation pour faire en sorte que le digital soit véritablement un outil, un levier qui permet de continuer à être présent, mais de continuer à être présent de la bonne manière sur les réseaux sociaux, sur Internet et sur les différentes plateformes. Je commence avec toi, Anaïs. Alors, le bon contenu, donc là, on peut faire confiance à Nabou et Edith et Sloane aussi. Le bon contexte, bonne plateforme des réseaux sociaux ou bon achat média, donc bon média, et à la bonne personne, donc encore, quel est mon persona et ce que je veux faire. Et donc, je terminerai à la bonne publicité, à la bonne personne et au bon moment. Alors, je te garde 2 minutes. On a une question de Jean-Michel Antoine Durand qui dit: faut-il maintenir ses efforts en SEO?
Toujours. Bah, ça, en plus, on a eu beaucoup de temps pendant les 3 mois où on n'avait pas non plus grand-chose à faire en digital, à part faire du contenu. Donc, le SEO, c'est toujours, et c'est pas un jour oui, un jour non. Il faut tout le temps maintenir ses efforts. Ça coûte rien en plus. Et ça ramène du trafic. Donc, ne jamais abandonner ça. Et c'est la seule chose qui est gratuite en plus, presque la seule chose en digital. Donc, profitons-en. Ouais, tant qu'à faire. Super. Nabou. Alors moi, je vais rebondir sur ce que Anaïs a dit. Sachez à qui vous vous adressez et ne négligez pas les outils d'analyse et de tracking. Ce n'est pas du pif, c'est des vrais KPIs en fait. Donc, il y a une science derrière. Soyez analytique et soyez précis. Sachez à qui vous vous adressez. Comme je dis, on ne parle jamais à son mari comme on parle à sa mère, comme on parle à son enfant. Et c'est exactement le conseil que je vais donner. Adaptez votre message à votre cible. Voilà, c'est la base. Merci beaucoup, Nabou. Edith, quel est ton conseil? Je pense que c'est, on va dire globalement, après, dans le même sens que Anaïs et Nabou. Donc, il faut créer du contenu. Moi, je pense qu'il faut aussi créer du contenu qui est utile pour la communauté. Tout dépend de vos skills. Si vous êtes à l'aise, vous créez, par exemple, des livres blancs ou écrire des articles de blog très, très pointus, ou créer des vidéos, par exemple, ce genre de choses. Créer du contenu pour vous rendre intéressant, pour vous rendre utile, surtout pour votre communauté. Créer, par exemple, des débats sur des sujets spécifiques pendant cette période aussi, parce que ça permet de donner de la matière à votre communauté, parce que les gens aiment discuter, les gens aiment réseauter. Et bien sûr, avec les réseaux sociaux, c'est beaucoup plus intéressant. Je dirais également, n'hésitez pas à garder aussi votre ligne éditoriale, à l'améliorer, à l'adapter également. De toute façon, la crise a fini. La crise sera un mauvais souvenir, on l'espère en tout cas, mais adaptez votre ligne éditoriale, soyez toujours au fait de ce qui se fait. Donc, autour, il y a de nouvelles plateformes qui existent, il y a de nouveaux modes de consommation également qui existent. Les cibles évoluent, leur comportement également évolue. Comme l'a dit Nabou, soyez analytics à fond. Et puis, enfin, je dirais, n'hésitez pas à garder tous les jours, selon des horaires bien spécifiques, le contact avec votre communauté. Soyez à son écoute. Rendez-vous utile au maximum, parce que quand vous vous rendez utile, votre communauté s'en souvient toujours et vient à votre rescousse, surtout quand vous avez un bad buzz, que vous soyez une entreprise ou une personne physique. Et ce sont vos principaux soutiens. Exactement. Sloane, une question pour toi. Est-ce qu'il est toujours pertinent aujourd'hui de continuer à investir et à communiquer avec des spots télé dans les médias? Question qui nous vient de Cédric Gianato. Alors, il faut dire à Cédric que pour le cas de Gabon 24, par exemple, on a décidé de faire un mix des deux. On est à la fois sur les écrans traditionnels et sur les nouveaux écrans. Donc, est-il pertinent de faire un spot publicitaire, un spot télévisé? Oui et non. Ce qu'on fait à Gabon 24, c'est que ce qui Laure passe. est en train de faire sonner mon téléphone quand tu as dit ça. Laure, c'est la DG de Gabon 24. Non, je t'embête. Alors, ce qu'on fait à Gabon 24, c'est que généralement, ce qui est mis comme publicité, comme spot publicitaire à l'antenne, est diffusé sur nos réseaux sociaux à partir d'une certaine heure. Par exemple, avant le JT de 20h, parce que le JT de 20h est diffusé sur nos réseaux sociaux. Avant le JT de 20h, c'est un moment de très forte audience, et donc c'est un moment où les spots publicitaires sont très regardés. Et justement, sur les réseaux sociaux de Gabon 24, à cette heure-ci, vous allez retrouver votre spot publicitaire. Donc, on fait un mix des deux. On ne sort pas complètement des anciennes habitudes, mais on s'adapte aux nouvelles habitudes.
Oui, d'autant que les personnes âgées qui sont peut-être dans les zones un peu plus reculées, notamment les espaces qu'on appelle les zones blanches, n'ont pas forcément accès à Facebook, LinkedIn. Donc, il faut aussi qu'on puisse leur adresser les messages. Merci beaucoup, Sloane. Eh bien, écoutez, je pense qu'on arrive au terme de cette session d'échange. Il me reste naturellement à vous renouveler mes remerciements pour votre disponibilité, pour la qualité, la pertinence de vos recommandations. Je pense qu'elles ont été très utiles pour les participants. Je vous invite aussi à continuer à suivre l'African Communication Week qui va continuer tout au long de cette semaine. Je saisis l'opportunité pour remercier les équipes de ACW, remercier les équipes de Global Mind qui ont préparé ce thème et ce panel avec vous aujourd'hui. Et puis, on a retenu vos messages. On continuera à vous suivre avec beaucoup d'acuité, en ménageant aussi les temps de repos, n'est-ce pas, Edith? Absolument. Sur vos différents réseaux sociaux. Merci à vous pour votre engagement, pour votre implication et pour la générosité avec laquelle vous faites le métier que vous faites au quotidien. Merci infiniment. Merci à vous. Merci beaucoup, à toi, Sénabou. Merci à tous. Merci beaucoup. Merci. Merci à tous. Merci pour cette